Bonjour mes très chères dames, bonsoir plutôt. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Attention au catalogage. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Le catalogage, c'est le fait de cataloguer une personne ou un enfant dans un certain type, lui donner une étiquette, lui coller une étiquette, le définir dans un certain, d'un certain adjectif au travers duquel on le voit. Et par cela, on le minimise. On minimise sa capacité d'être quelqu'un de grand, de faire des choses positives, de faire des choses grandioses. Quand je catalogue une personne, quand je dis telle personne est radine, je la minimise au fait de ne pas savoir donner, de ne pas savoir offrir. C'est une chose négative, c'est une chose qui rabaisse la personne aux yeux de ceux qui entendent cette appellation, il est radin. Et la personne elle-même qui est concernée et qui entend qu'on dit d'elle-même qu'elle est radine, ça va être un bâton dans les roues pour pouvoir être autre chose que quelqu'un de radin. C'est-à-dire que même quand il aura l'occasion ou l'envie intérieure de donner, il se souviendra qu'on a dit de lui qu'il était radin. Et donc, il ne peut pas donner. Il n'a pas, d'après ce qu'on a dit sur lui, il n'a pas la capacité de donner puisqu'on l'a défini de radin. Alors, si pour les adultes, c'est déjà très puissant, cette puissance malheureusement du catalogage, la puissance négative qu'a le catalogage sur les adultes, imaginez à quel point sur les enfants, ça les... Comment vous expliquer? Ça les fossilise dans l'étiquette qu'on va leur coller dessus. C'est-à-dire que les enfants croient à fond en les adultes. Les enfants ont entièrement confiance en les adultes, principalement en papa et maman. Les enfants ont une grande confiance aveugle en chaque mot que papa et maman prononcent. Chaque mot que maman et papa prononcent, c'est le saint des saints pour les enfants. C'est Kodesh Kodashim, c'est maman a dit, papa a dit, donc ça ne peut pas être autrement. Et donc quand maman colle une étiquette sur son enfant, ou la grand-mère, ou le grand-père, ou d'autres personnes autour, et que ça arrive aux oreilles de l'enfant, c'est très problématique, extrêmement problématique. Nous avons tous, logiquement, tous vécu un moment comme ça dans notre vie, où on nous a catalogué, on nous a collé une étiquette, étant enfant, étant adulte, certainement que c'est dérangeant, mais étant enfant, c'est encore plus puissant. Et au moment où je vous parle, très certainement que vous avez en tête, vous vous souvenez peut-être en ce moment même, d'une fois où on vous a collé une étiquette, où on vous a catalogué, peut-être vos parents, peut-être vos professeurs, peut-être les grands-parents, peu importe qui est la personne, je ne dis pas ça pour qu'on en veuille à la personne, on peut comprendre que la personne n'a pas voulu mal faire, mais souvenez-vous de cette sensation, souvenez-vous de ce sentiment quand on vous a collé une étiquette, quand on vous a défini de quelque chose de négatif. Ah là là, elle est trop gnangnan, elle est trop sensible, elle est trop immature, elle est trop... elle n'est pas organisée, elle n'est pas... Toutes ces étiquettes qu'on peut nous coller, c'est quelque chose, malheureusement, déjà c'est quelque chose d'interdit par la Torah parce que on ne doit pas donner de surnom à l'autre. On n'a pas le droit de donner un surnom à l'autre qui va le mettre mal à l'aise. D'accord, le flemmard, le voleur, l'embêteur, l'embêtant, le machin et tout. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit par la Torah parce que c'est énormément blessant pour la personne et la personne après pense qu'elle est comme ça. Donc il faut faire très attention avec ces mots. Il faut faire très attention de ne pas cataloguer nos enfants, de ne pas les rapetissir à une image. Ah, elle, c'est la crieuse. Ah, elle, c'est celle qui fait des crises. Ah, elle, c'est celle qui est moins bien que sa sœur. Et puis, toutes ces comparaisons qu'on peut avoir tendance à faire des fois entre un frère et une sœur. Ah, lui, il est meilleur que lui. Ah, lui, il est moins bon. Ah, lui, tu remarques qu'il est plus quand même organisé. Ah, lui, il retient mieux que les autres.
on n'est pas obligé de dire des choses positives en rapport avec les uns et les autres. On n'est pas obligé de faire des comparatifs en permanence. C'est mauvais. On n'est pas obligé de faire des comparaisons pour dire et mettre en relief que l'un de nos enfants a une qualité extraordinaire. On peut tout simplement dire Baruch Hashem, on a un fils qui est vraiment très organisé, Baruch Hashem. Sans dire par rapport à ses frères, qui vraiment, c'est autre chose. Vraiment, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Parce que l'enfant a des capacités infinies. Si nous, avec notre regard d'adulte, très, qui manque de miséricorde, on va voir l'enfant comme, par exemple, je sais pas moi, maladroit, eh bien, il se peut qu'on se trompe tout à fait au sujet de l'enfant. Il se peut que sa maladroitesse d'abord soit le résultat du fait qu'il nous ait entendu dire qu'il était maladroit. Il se peut, parce que tout enfant fait tomber des choses. Tout enfant est dans un apprentissage vers l'habileté. Tous les enfants, à un moment, à un stade de leur vie, ne sont pas habiles et deviennent habiles. Il se peut qu'on ait vu l'enfant malhabile à un moment dans son processus d'apprendre à être habile et qu'on ait fait une photo à ce moment-là, qu'on ait fait une pause arrêt sur image. Ah, regarde comme il est maladroit. Et on l'a dit, on l'a exprimé, ah, il est maladroit. Et depuis, ah, qu'est-ce qu'il est maladroit. Il entend qu'on dit de lui qu'il est maladroit, ou il le ressent. On n'a pas besoin de le dire, des fois il le ressent. Il ressent ce qu'il y a dans le cœur de maman. Il ressent ce qu'il y a dans le cœur de la grand-mère. Il ressent les choses. Il ressent le regard qu'on a sur lui quand il veut verser un peu d'eau dans son verre. Le regard pas très serein, d'accord, un manque de confiance en l'enfant. Et donc l'enfant s'approprie cette étiquette. Qu'est-ce que je peux être maladroit? Si maman me regarde de cette façon quand je me verse quelque chose dans mon lait, dans mon verre, si papa me reprend comme ça dès que je veux porter un objet, si mamie, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit qu'est-ce qu'il est maladroit, qu'est-ce que je dois être maladroit? Et donc l'enfant rentre dans le rôle de la maladroitesse. Alors qu'il n'était pas du tout maladroit à la base, qu'il était tout à fait apte à être adroit et habile de ses mains. Peut-être pas à une certaine période de sa vie, peut-être après, mais cette capacité va lui être ôtée, va lui être retirée, va lui être volée par ces personnes qui vont lui coller cette étiquette de maladroit. On a dit que tu étais maladroit, tu es le maladroit, voilà. Et donc, imaginez comme c'est terrible. C'est une vraie prison pour l'enfant. Une vraie prison pour l'enfant quand il entend le couperet tomber sur sa façon d'être, sa capacité, ses aptitudes, etc. D'ailleurs, il faut faire très attention quand vous avez devant vous un professeur, une gardienne d'enfant qui a un regard négatif sur votre enfant, pas parce que votre enfant est mauvais, parce que tout simplement cette personne a un mauvais regard malheureusement, et donc si elle a un mauvais regard sur votre enfant, c'est tout simplement parce qu'elle a un mauvais regard de manière générale, peut-être même sur son mari, sur les gens qui l'entourent, sur elle-même, donc ça fait qu'elle a aussi un mauvais regard sur les enfants qu'elle garde, et donc elle va vous dire des mots négatifs à vos oreilles. Ne croyez jamais ces choses-là. Ne laissez jamais ces choses-là rentrer dans votre cœur et dans vos oreilles. Fermez votre cœur intérieur, n'acceptez pas cela. Encore une fois, c'est de la médisance, c'est du lachon hara, c'est tout à fait interdit. La médisance est interdite par la Torah, un grave interdit de la Torah. Donc tout le monde doit répondre à cette... c'est pas les orthodoxes qui doivent faire attention à ne pas médire. Tous les juifs de la terre entière ne doivent pas médire sur leur prochain. Et sur un enfant, c'est la même chose. Un enfant juif, on ne médit pas sur un enfant juif. Donc quand la professeure vient et à vos oreilles vous fait entendre des choses négatives, fermez vos oreilles intérieures. N'écoutez surtout pas ce que la personne a à vous dire. Sans lui manquer de respect. Je sais que la rabbinite Mendelovitch a le courage de dire au professeur quand elle va à une conférence, à une soirée pour parents, elle a le courage de dire au professeur « Je ne veux entendre que du bien sur mon enfant ». Et elle conseille les parents de faire la même chose. Je n'ai pas eu le courage de faire ça. Il y a des fois où j'aurais dû le faire et je n'ai pas osé le faire. Mais en tout cas, j'ai fermé mes oreilles intérieures. J'ai fermé mes oreilles intérieures parce que c'est tellement dévastateur. Ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils causent. Ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils causent malheureusement.
Mais c'est terrible. C'est terrible parce que un parent qui rentre à fond dans la description négative du professeur rentre à la maison tout d'un coup avec un regard négatif sur son enfant, pour un peu quel est le malheur de le passer ce regard négatif à son mari. Tout d'un coup, le papa a un regard négatif sur l'enfant, comme on en a parlé hier à propos du fait que si maman vient de passer un moment difficile avec son enfant, c'est bien qu'elle se retienne de le dire à son mari pour pouvoir protéger le regard du papa sur l'enfant, parce que c'est décisif. Un enfant qui vit avec un papa qui a un bon regard sur lui, c'est incomparable. Cette enfance est incomparable avec une enfance où le papa a un mauvais regard, un manque de patience avec l'enfant dû à son mauvais regard sur son enfant, ou va avoir des mots difficiles envers son enfant dû à un mauvais regard sur son enfant, mais de ce qu'il a pu entendre de la bouche de maman, de sa femme, ou des professeurs, etc. Donc c'est très important de ne pas faire passer ces mauvaises informations qui sont totalement fausses. Elles sont fausses, je vous le dis maintenant, je vous le signe. Quand un professeur ou n'importe qui vient et se plaint de votre enfant et dit des choses négatives sur votre enfant, ce sont des choses fausses, qui ne sont pas vraies. Les gens ne connaissent pas votre enfant. Il n'y a que Dieu qui connaît notre enfant pour pouvoir nous le décrire. Et c'est une chose qui ne peut pas se faire. Dieu ne nous décrit pas qui est notre enfant, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est venu sur Terre, quel rôle il aura à jouer, quel rôle essentiel dans ce monde il aura à jouer. Ce sont des choses qui nous laissent découvrir avec le temps. Mais qui sommes-nous, nous, pour juger l'enfant dès son enfance et dire non, il est en ça, c'est pas la peine, et ça, c'est pas la peine, et ça, non, il est pas bon, et ça, non. Et qui sommes-nous pour faire des choses pareilles? Avec nous, le Créateur est très patient. Il est très patient. Il ne nous colle pas des étiquettes dessus. Si on vole, il ne nous traite pas de voleurs. Il attend qu'on fasse tchouva. Et le jour où on se repent, il ne nous voit pas du tout comme un voleur. Il a oublié le vol. Non seulement il a oublié le vol que l'on a commis, mais en plus il l'a transformé en mérite. Donc imaginez le recyclage que Dieu fait de nos erreurs. Et nous, parents, qui sommes-nous pour faire tomber le couperet encore une fois et juger l'enfant et dire non, il est comme ça, non, il réussit pas, il sait pas, il ne peut pas, il n'est pas apte à, etc. Qui sommes-nous? On n'a pas le droit de faire une chose pareille. On n'a pas le droit, il faut faire très attention. Et en plus, on ne se rend pas service en tant que parent, parce que quel parent ne veut pas voir son enfant réussir? Et s'il y a bien un chemin qui empêche l'enfant de réussir, à s'épanouir, de réussir à déployer ses ailes, il a des ailes, nos enfants ont des ailes, tous nos enfants, il n'y a pas de l'histoire du petit canard, comment ça s'appelle cette histoire-là? Le canard noir, ou je sais pas quoi, le canard, qu'est-ce que je n'aime pas? Même le titre de l'histoire, je ne peux pas la supporter. Quand des fois je lis des livres à mes enfants et je tombe sur ce scénario-là, sur cette histoire du canard, comment s'appelle cette histoire? Peut-être vous savez. Le petit canard moche, je ne sais plus c'est quoi ce titre. Où il y a tous les petits canards de la poule qui sont tous tout mignons, et piou-piou, ils sont tous, ils ont un potentiel de futurs poules ou poulets génial, extraordinaire. Et puis il y a un canard, hein, un poussin, qui ressemble à personne, qui est grand, qui est noir, qui a des ailes un peu broussaillées, là, comme ça, un peu balagane, et il sait pas manger comme les autres, il prend trop de place, et il fait du bruit, et tout le monde l'appelle le vilain petit canard, voilà. Rien que le titre, ça me donne des frissons, le vilain petit canard, le vilain petit canard. Bon, la fin est belle, c'est qu'à la fin, le vilain petit canard se rend compte qu'il ne fait pas partie de cette famille, qu'il fait partie d'une famille d'aigles. Et donc, en fait, il est fait pour voler très haut et déployer des grandes ailes. Donc, bon, on dira que l'histoire est optimiste vers la fin, mais quand même, le début me dérange. Il n'y a pas de vilain petit canard. Il n'y a pas. Alors, tous les enfants sont top, ils sont top, mais alors, si seulement il n'y avait pas celui-là là, qui nous pose problème, là, si seulement il y avait celui-là qui était un peu plus organisé, un peu plus propre sur lui, un peu moins de bruit. Non, il n'y a pas de vilain petit canard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a que des beaux poussins, des beaux canards. C'est tous des beaux canards. Ils ont tous des ailes extraordinaires qu'ils doivent déployer. Mais le problème, c'est qu'ils auront... quand est-ce que les problèmes commencent? C'est quand notre canard a un complexe
à se déployer, à déployer ses ailes. Il est complexé, il est tellement complexé qu'il ne peut pas déployer ses ailes. Il a des ailes extraordinaires, avec un potentiel extraordinaire à déployer, mais il est complexé de le faire. Pourquoi? À cause du nombre d'étiquettes qu'on lui a collées quand il était petit, dans l'enfance. De ce poids du catalogage qu'on a fait sur lui. Ah lui, mais il est comme ça, lui. Ah lui, mais il est comme son oncle. Bah oui, il est comme son oncle. Bah, tu sais ce que je veux dire. Enfin bon, ah oui, il est comme son oncle. Tu vois bien, on voit bien dès maintenant. On peut juger, jauger. On peut tout à fait percevoir les mauvaises qualités de son... Bon, enfin, bon, qu'est-ce que tu veux, hein, les défauts et tout ça. Terrible, terrible, terrible. Et les surnoms qu'on donne aux enfants, le voyou, le chenapan, le voleur. Encore un peu, tu vas appeler ton enfant le criminel. Je vous présente le criminel. Mais c'est ça que c'est ça qu'on fait de notre enfant. C'est ça la présentation qu'on fait de notre enfant. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. Tous nos enfants ont des potentiels extraordinaires. Malgré tout ce que les professeurs peuvent dire, effacer, reset, faites un gros reset, faire un gros effaçage de toutes les mauvaises informations que vous avez pu encaisser des professeurs très maladroits, extrêmement maladroits, qui ne se travaillent pas sur eux, qui ne travaillent pas leur regard, leur bon regard. Cela prouve qu'ils ont un très mauvais regard, malheureusement, sur les gens, sur les situations, sur les enfants, sur les élèves. Et c'est tout. Ce ne sont que des gens qui ont le regard malade. C'est tout. Mon enfant n'est rien de tout ce que ce professeur veut me faire croire. Et combien que ce professeur soit plein et le cœur très, très... qui se donne à la tâche de me décrire combien votre fils est vraiment problématique, oui, compte tenu de la classe où tout le monde suit, tout le monde est bien, tout le monde fait bien, mais alors votre fils, alors il faut voir la lenteur avec laquelle il sort son cahier, et puis alors son cahier n'est jamais à jour, et puis alors je vous demande comment on peut imaginer un seul instant que je parle et qu'il me coupe la parole comme si de rien n'était. Bon, il est frustré le monsieur, il est frustré la madame, elle est frustrée, ils ont une grande frustration personnelle, et ils vont tout lâcher sur mon fils parce que mon fils, il est unique, il est original, il est spécial, il est authentique. Donc peut-être qu'il sort du lot, c'est possible. Dieu merci. Dieu merci, quand il y a un enfant qui sort du lot, quand les enfants ne sortent pas du lot, c'est formidable. Et quand les enfants sortent du lot, c'est aussi formidable. C'est aussi formidable. Ça veut dire qu'on a affaire à des gens originaux, qui sont peut-être des futurs artistes, qui sont peut-être des futurs génies on ne sait pas de quoi. On ne sait pas de quoi. Ce qui est certain, c'est que tous les enfants au monde, tous les adultes au monde, tous les êtres au monde, ont du génie dans quelque chose, ont du génie sur un point très spécifique. Quelqu'un peut avoir du génie dans l'organisation, quelqu'un peut avoir du génie dans le fait d'imaginer des choses, quelqu'un peut avoir du génie dans le fait d'être à l'écoute des autres. Et toutes ces choses-là vont venir avec le temps. L'enfant va, avec le temps, en grandissant, découvrir son génie, découvrir les ailes qu'il peut déployer. Ne vous inquiétez pas, tout est à l'intérieur de l'enfant. On n'a rien besoin d'intégrer comme un programme, on n'a pas besoin d'intégrer un disque ou une carte mère. Tout, il vient sur Terre avec son programme, avec ses dons, avec ses trésors. La dernière fois, je vous parlais de trésors. Avec ses trésors, il vient sur Terre avec ça. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de croire en lui. C'est de croire en ses capacités extraordinaires. C'est de croire que malgré tout ce que la Terre veut bien le faire croire, d'accord, et ça peut commencer même à 0 ans. Des fois, c'est à la clinique, la femme vient d'accoucher, et l'infirmière va avoir un regard négatif sur le nouveau-né. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces poils? Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Qu'est-ce que c'est que cette taille? Qu'est-ce que c'est que ça commence très tôt. Ça commence très tôt. L'exercice que Dieu nous envoie pour essayer de voir combien on ne veut pas se laisser aller dans ce que les gens peuvent raconter sur mon enfant. Ça peut commencer à 0 ans. La rabbinite Yemima Mizrahi raconte un témoignage frissonnant. D'abord, elle raconte que tous ces cours qu'elle donne... Ah, d'ailleurs, je voulais dire que ce cours est pour la Refoua Shlema de Yanka, et je ne sais plus quel est le nom de sa maman. Alors, on fera la prochaine vidéo, je dirai tout le nom en entier. Mais en tout cas, pour la Refoua Shlema de Yanka, et pour son fils Bezrat Hashem, qui puisse avoir une Refoua Shlema, et pour toutes les mamans du Ham Israël, et pour tous les cholés Ham Israël. Amen. Je redonnerai le nom en entier, Blinéder. Elle raconte à Rabbani Yemima Mizrahi que
tous ces cours qu'elle donne, où elle a des milliers et des milliers de femmes qui l'écoutent et qui la regardent et qui la suivent, qu'elle fait ça au nom de Leilu Nishmat, son fils. Son fils, un de ses enfants, elle a eu 10, peut-être 11 enfants, et l'un de ses enfants est parti très tôt, vers l'âge de 1 an. C'est un enfant dont les médecins lui avaient prévenu, lui avaient dit que cet enfant ne doit pas naître, il doit absolument être retiré, enlevé de son ventre, et parce qu'il est totalement mal formé et qu'il a de gros problèmes de formation dans les poumons, etc. Et la rabbinite Imam Mizrahi a été prendre conseil chez un grand rave, je ne sais plus qui, et le rave lui a dit qu'elle pouvait donner naissance à ce bébé. Et donc elle a tenu coup contre tous ces médecins qui l'ont traitée de folle. Un médecin lui a même dit votre fils vous mettra en procès dès qu'il aura l'âge, dès qu'il sera en âge. Si jamais il atteint l'âge de pouvoir vous mettre en procès, il vous mettra en procès pour lui avoir donné naissance. Imaginez ce que c'est d'entendre ça en tant que mère. Et cette femme courageuse, la rabbinite, a donné naissance à ce bébé. Et en effet, le bébé est né avec des grosses complications, mais elle était prête et elle était prête à recevoir ce que Hachem avait à lui donner. Bien sûr, pour tout cas, il faut demander à un rave. Et donc, le problème de ce bébé, c'est que les médecins l'avaient prévenu, c'est qu'il avait un problème intérieur de poumon. Et si jamais il pleurait et qu'il ne verse, il suffisait qu'il verse une larme pour faire que ça, qu'il pourrait mourir. En pleurant, en versant une larme, il pourrait mourir parce que ses poumons n'étaient pas du tout faits pour accepter le fait qu'il pleure, que l'enfant pleure et verse une larme. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement. Et en tout cas, ça fait qu'elle nous raconte que pendant un an, elle n'a presque pas dormi. Elle était tout le temps aux aguets. Dès que le bébé ouvrait les yeux, elle le prenait et elle l'allaitait. Pendant un an, elle a allaité ce bébé sans s'arrêter, des heures durantes. Et des fois, elle le regardait, elle était avec sa maman, elle disait quand il va partir, comment je vais faire quand il va partir. Et sa maman lui disait, pour l'instant, il est là, profite. Pour l'instant, il est là, profite. Donc, elle a passé son temps à l'allaiter. Et vers l'âge d'un an, malheureusement, il a pleuré. Il a versé une larme et il est parti de ça, il est décédé de ça. Et donc, depuis, elle donne tous les cours pour la neshama de son bébé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il est né, les médecins lui avaient déjà tellement donné une mauvaise image de son bébé. Et les gens, chaque fois qu'elle faisait elle allait faire une échographie, chaque fois la personne qui lui faisait l'échographie disait des choses terribles. Ah mon Dieu, mais il est bizarre, il est mal formé et tout. Déjà, la pauvre, il n'était pas né, déjà il lui mettait une mauvaise image de son bébé. Et elle a dit, quand j'ai accouché de mon bébé, j'ai vu en effet toute la malformation, etc. Lo alenu, lo alechem, que ça soit le cas pour personne. Et elle a dit, j'étais tout d'un coup, tous les mots de tous ces professeurs qui ont prononcé des mots vraiment pas jolis sur mon bébé, tout d'un coup tout me revenait. Et j'ai pas réussi à le prendre dans les bras quand je l'ai vu parce que je sais pas, j'ai eu comme quelque chose qui m'a refroidi comme ça. Et elle a dit, il y a cette sadéquette d'infirmière qui est venue et qui m'a dit comme il est beau, et elle l'a pris dans ses bras et elle m'a dit mais regarde comme il est beau ton fils, regarde comme il est beau ton fils. Et là elle me l'a mis contre moi, elle l'a serré contre moi et je la remercierai jamais assez parce que cette femme a fait le pont entre moi et ce bébé. Cette femme a su me rendre amoureuse de mon bébé, malgré que je l'aimais bien sûr de tout mon cœur, mais cette femme m'a aidé à surmonter toute l'apparence atypique de mon bébé et m'a aidé à l'aimer, à tomber amoureuse de lui. Et c'est ça que font les gens quand ils arrivent à faire le contraire de ce catalogage, de parler mal, de remarquer ce qui ne va pas chez l'enfant, d'imaginer des défauts chez mon enfant. Quand une personne vient et te dit du bien de ton enfant, te dit du bien de ton enfant. Et il y a des personnes comme ça qui travaillent sur eux, qui comprennent l'importance de faire cela et qui font cela, qui vont voir les gens et qui leur disent
comme ton fils est mignon, comme ton fils est gentil. Il y a des professeurs extraordinaires aussi, il y a des professeurs extraordinaires qui justement ont toujours un regard positif. Comme ton fils a bien prié, comme ton fils a bien écrit, comme ton fils a un beau visage, ils vont toujours trouver les choses positives. Et ça, c'est formidable parce qu'ils rapprochent le parent de l'enfant. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ça a aujourd'hui, dans cette génération, aux yeux du Créateur, aux yeux des parents, pour l'enfant, pour l'avenir de l'enfant. Vous ne pouvez pas imaginer quand une personne prononce des mots positifs sur un enfant, que ce soit le sien, que ce soit celui des autres, aux oreilles des parents. Vous ne pouvez pas imaginer le bien qu'ils font dans ce monde et le bien qu'ils apportent dans ce monde. Ne pas juger les enfants, ne pas les cataloguer sous prétexte qu'ils sont petits, sous prétexte qu'ils ne vont pas nous répondre, sous prétexte qu'ils ne vont pas voilà, se venger contre nous. Alors on se laisse aller, des fois, on se laisse aller comme ça, à avoir un mauvais regard et à déblatérer, à faire de la ventilation sur des enfants. Mais c'est très grave, c'est une maladie très grave, c'est une maladie très grave qu'il faut soigner urgemment. Déjà, de parler des autres, c'est une mauvaise chose en soi, c'est une chose interdite par la Torah. De parler d'enfants qui n'ont rien fait, ils sont innocents de chez innocents, ils sont purs de chez purs, tout l'avenir est devant eux, tout le monde reste à venir, toute la construction reste à venir. Pourquoi aller mettre des mauvaises graines dans les yeux des parents? Pourquoi aller mettre des mauvaises graines dans le cœur de la maman? Pourquoi aller trouver les choses qui ne vont pas, même ne serait-ce des fois que par remèze, que par indice, comme ça, pas clairement, pas lourdement, mais des fois même un indice. Dis-moi, ton fils, il sait compter? Parce qu'elle a entendu que le fils il savait pas compter de 1, il a dit 1, 4, 5. Mais ton fils, quel âge il a? Ah bon? Il sait compter? Ah, il sait pas compter à son âge? Tu as été voir le médecin, machin, tout ça, là? Tu as fait des tests, des trucs? Parce que ça peut être la complication de Farbenberg et de Zornberg. Je veux pas te faire peur, hein, je veux pas te mettre des mauvaises idées dans la tête, mais c'est peut-être tout ça. Et puis ça pose gros problème après pour les études, etc. Pourquoi, en début d'âge comme ça, le début du chemin, aller mettre de la panique? Quand c'est des choses, mais maintenant, des fois, il y a des choses au niveau de la santé, bien sûr, au niveau de la santé, on peut tout à fait aller voir le parent et lui dire, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que si tu vas voir un médecin, peut-être qu'il va l'aider. Tout à fait, au niveau de la santé, c'est bien, c'est pour aider l'enfant. Mais quand ce sont des choses de l'imagination, qui sortent de l'imagination, des mots... Il faut faire très attention avec ce qu'on dit. Il faut faire très attention par rapport à ce qu'on dit. Moi, un jour, j'étais chercher mon fils et la ganénette, la gardienne d'enfant, m'a parlé comme ça un petit peu. Elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit je sais vraiment pas ce que je fais. Je suis dans un gros dilemme. Tu vois ce petit garçon-là et regarde, observe-le un peu, observe-le un peu. Et je le vois. Et moi, je venais de sortir des cours de la rabbinite d'Inarabe qui nous a bien expliqué que chez chaque enfant, chaque chose qui a l'air problématique dans l'enfance, c'est exactement là où se trouve son point de potentiel. C'est-à-dire que si tu vois un enfant rêveur, d'accord, tu dis, alors lui, c'est un rêveur, alors lui, il est lent, il est d'une lenteur. Eh bien, cette lenteur, c'est exactement ce qui va donner chez lui naissance à un potentiel extraordinaire de plein de choses. La lenteur, ça peut être le fruit de la lenteur, peut être la réflexion sur la vie, la réflexion philosophique sur la vie, une réflexion profonde de la vie, une observation, une itbonenout, une observation de la vie. Observer les choses, observer la nature, c'est des choses qui sont cruciales dans ce monde. Si on n'a pas des observateurs, si on n'a pas des gens qui viennent mettre un peu de profondeur dans ce monde est très plat, ce monde est très technique, ce monde est très dans le fait de donner des résultats, de produire des résultats à un point final sans jamais observer autour de soi et tout. Donc ces rêveurs, ces gens qui sont lents dans l'enfance, sont des gens qui ont un potentiel extraordinaire qu'on n'imagine même pas. C'est pas comme la plupart des enfants qui est de courir sur le toboggan, monter sur le truc, courir, donner un coup de pied, prendre le ballon, jeter le ballon, tout ce qui aux yeux des parents ou des professeurs paraissent comme la norme, la normalité. Et bien tout d'un coup cet enfant qui sort de la normalité va être mis sous la torche, va être mis
en observation parce que ça rentre pas dans le tableau général. Mais cette personne, c'est une personne qui va apporter beaucoup de lumière dans le monde par sa lenteur, justement, pour l'instant, c'est de la lenteur. Et puis après, ça sera autre chose, ça va se recycler, ça va se métamorphoser, ça va grandir, ça va prendre un impact où ça va être une qualité de, je sais pas moi, être à l'écoute des autres. Pour être à l'écoute des autres, il faut être dans l'arrêt, il ne faut pas être dans l'action permanente. Quand tu es dans l'action permanente, tu ne peux pas écouter les autres. Donc peut-être que cette personne sera un psychiatre extraordinaire, ou peut-être que ça sera tout simplement un étudiant en Torah extraordinaire qui aura tout le loisir d'étudier la Torah parce qu'il ne sera pas affairé à plein d'autres choses matérielles. On ne sait pas ce qui va sortir de cette lenteur. Et donc elle me dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Regarde comme il est lent, regarde comme il joue pas avec ses petits camarades, regarde comment il fait pas partie de ça, et regarde, il a l'air complètement déconnecté, j'en parle à leurs parents, j'en parle aux parents, j'en parle pas aux parents. Moi, je lui ai dit, tu veux mon avis, n'en parle surtout pas aux parents. Mais pourquoi? S'il peut faire quelque chose maintenant, ça peut l'aider et tout. Je lui ai dit, franchement, n'en parle pas aux parents. Parce que, des fois, c'est pas des fois, c'est très souvent, les professeurs et les gardiens d'enfants ont une bonne volonté, vraiment, vraiment, ça vient d'un bon fond. Des fois, ça vient d'un bon fond. Et ils te disent, je vais dire ça aux parents, pour qu'ils puissent prendre les choses en main à temps, pour pouvoir aller consulter des experts à temps, pour pouvoir aider l'enfant à évoluer, à trouver plus de capacités et tout. La plupart du temps, au lieu d'aider l'enfant, ça va desservir l'enfant, parce que les parents vont avoir un regard négatif sur l'enfant, et autant que l'enfant aille voir les meilleurs experts de la planète entière, s'il a des parents avec un mauvais regard, ça n'ira jamais très loin. Alors que si un enfant ne va pas voir des experts, alors qu'il aurait pu aller voir des experts, ne va pas voir des experts, mais que papa et maman ont toujours ce bon regard sur lui, ce regard du départ, ce regard du début, qui n'est pas sali, qui n'est pas entaché par les paroles d'autrui, ça va donner beaucoup plus de fruits. Croyez-moi, c'est sûr, c'est signé. Ça donne beaucoup plus de fruits que tous les experts, les meilleurs experts au monde. De l'enfance, de la petite enfance, de la sophrologie, de la machinologie. Ça n'en termine plus de termes et de psychologie et de philosophie et toutes sortes de choses, de pédagogie et tout ça, ça n'en finit plus. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus vraiment, qui fait le plus avancer les choses? Le plus fonctionnel, c'est le regard positif de papa et maman. C'est le regard positif de papa et maman. Et ça passe comme de l'électricité. De la même manière que l'électricité passe entre les... Tu vois, il y a des murs, il y a 4 murs, il y a une ampoule, tu appuies sur un extincteur, la lumière s'allume. Alors, si tu poses la question à quelqu'un, mais comment c'est possible que la lumière s'allume? C'est l'électricité. C'est-à-dire l'électricité. Tu peux m'expliquer? Non, je ne peux pas t'expliquer comment l'électricité arrive jusque-là, mais c'est l'électricité. Ça passe. L'électricité passe et donc ça passe. Eh bien, ce qu'a dans le cœur la maman, le papa, ce qu'ils ont dans le cœur par rapport à leurs enfants, le regard qu'ils ont par rapport à leurs enfants, c'est pas des choses qui s'expliquent, mais ça passe comme l'électricité. J'ai un regard positif sur mon enfant, l'électricité arrive jusqu'à chez mon enfant avec un message de positif, de maman t'aime, maman t'apprécie, maman a confiance en toi, maman croit en toi, maman ne voit que du bien chez toi. Maman est ébahie par ce que tu fais, maman est ébahie par ton potentiel, qui n'est pas encore sorti peut-être des fois. Mais elle y croit, elle y croit. Et elle est tolérante. Elle est tolérante, elle y croit. Et ce que tu exprimeras sera bienvenu. Elle ne veut pas exactement de la manière dont elle le veut parce que ça l'arrange de pouvoir faire passer la société aux enfants et aux petits-enfants. Et donc ça serait bien qu'ils soient tel caractère de bons vendeurs et de bons commerçants et de bons machins et qu'ils soient des têtes parce qu'on a des plans pour eux. Et on a... Non. Ce que tu es, j'accepte et je suis heureuse. Je festoie, je fête, je trinque ce que tu es. Je me réjouis de ce que tu es. Je me réjouis de ce qui va sortir de toi. Peu importe ce qui sortira de toi. Je suis déjà réjouie, je suis déjà heureuse, contente de toi, satisfaite. Pas parce que tu as montré des résultats. Même quand tu trébuches, je suis satisfaite. Parce que je crois que en tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, d'accord? Tes réussites comme tes réussites, parce que je ne vois pas d'échecs. Dans l'enfance, c'est pas des échecs. C'est pas des échecs. Une mauvaise note, c'est pas un échec. Le fait que l'enfant tombe, c'est pas un échec. Tout, c'est des réussites. C'est tout tes réussites pour l'enfant.
Donc dans toutes tes réussites, que ce soit le fait que tu tombes ou que tu tombes pas, que tu salisses ta jambe ou que tu ne salisses pas ta jambe, que tu jettes la nourriture par terre ou que tu ne jettes pas la nourriture par terre, je suis contente, je suis heureuse. Je sais qu'il va y avoir quelque chose de formidable qui va sortir de toi, je le sais, je le sais. Et justement là où on pourrait avoir du mal, c'est là où ça va briller, c'est là où ça va sortir. C'est là où ça va sortir. Mon enfant est très agressive avec les autres. Pour l'instant, c'est de l'agressivité. Il faut faire attention parce que l'agressivité d'un enfant peut cacher quelque chose. L'agressivité d'un enfant peut des fois cacher une tension avec ses parents à la maison, une tension peut-être avec un professeur qui n'est pas gentil avec elle à l'école, une tension peut-être que l'enfant porte sur ses épaules un lourd poids et donc cela fait qu'elle est agressive. Mais si tout va bien dans sa vie, mais elle a juste un côté un peu les parents, il y en a qui diront brutal. Moi, j'appelle pas ça brutal, j'appelle ça rapide, une force, la force. D'accord? Donc, des fois, les gens vont dire ça de la brutalité. Tu vois, ça c'est pareil aussi. Le mot que tu vas mettre, le mot que tu vas choisir. Donc, des gens vont dire c'est de la brutalité, ma fille est brutale. C'est pas de la brutalité. Et cette brutalité va peut-être se développer en donnant fruit à quelque chose de formidable. Comme quoi? Comme quoi? Peut-être que sa brutalité va devenir une force de conviction, une capacité à pouvoir convaincre les gens, une capacité à ne pas lâcher le morceau. Et ça, quand on grandit dans le peuple juif et qu'on est épanoui, qu'on a cette brutalité transformée en quelque chose de positif, une force de conviction, une force de... Parce que papa et maman ont cru en ce potentiel. Ils n'ont pas essayé d'éteindre chez moi ce potentiel. Ils n'ont pas essayé de me faire montrer quelque chose de négatif de moi-même. Ils m'ont reflété toujours quelque chose de positif, même quand j'ai fait preuve de brutalité. Eh bien, ça permet à l'enfant de faire recycler cette brutalité, de développer cette brutalité en quelque chose de positif. C'est comme ça pour tout. Tous les points difficiles, entre guillemets, chez notre enfant, c'est exactement là que se trouve son potentiel pour l'avenir. Exactement là. Donc il n'y a qu'à se réjouir. Il n'y a qu'à se réjouir de tout ce que l'enfant fait preuve. Et si jamais le professeur fait entendre à nos oreilles quelque chose de négatif, toujours se souvenir que c'est peut-être là qu'est l'atome de réussite de mon enfant. Et ne jamais s'attrister. Ne jamais rentrer dans le jeu de ce qui a été dit, une chose négative qui a été dite. Ne jamais coopérer avec ces choses négatives. Toujours se dire, mon enfant est extraordinaire. Ce que la personne n'a pas su voir comme quelque chose d'extraordinaire, moi je le vois comme quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle a voulu me montrer comme quelque chose de négatif, moi j'en fais quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Ton enfant ne peut pas rester assis une seconde. Tu as pensé à la Ritaline? Tu as pensé à aller voir des psychologues? Il se lève toutes les 2 minutes. Alors c'est vrai que la professeure, ça la saoule parce qu'elle aimerait bien des petites poupées assises qui écoutent son histoire. Elle aimerait bien rentrer chez elle et pouvoir dire à son mari, oh là là, c'est bon, ils m'ont tous écouté, j'ai raconté ma petite histoire comme je voulais. Mais c'est des enfants. C'est des enfants encore heureux qu'ils se lèvent de leur chaise. Ils sont encore vrais. Ils sont encore honnêtes. D'accord? Si nous, on est hypocrite, on peut arriver à être hypocrite à notre âge. On va rester assis malgré le fait qu'on ne supporte pas peut-être ce qu'on est en train d'entendre, mais on va rester assis parce qu'on se sent obligé, parce que j'ai payé le ticket, parce que machin, parce qu'il y a plein de gens sur les côtés, je peux pas me lever, les gens vont me voir, la honte, ils vont me huer et tout. Non, un enfant est encore naturel, il est encore sain. Ça lui parle pas, ça parle pas sa neshama, il n'est pas intercepté par cette chose. Il se lève, il a encore bari banefesh, il est encore sain d'esprit. Alors la professeure, ça la dérange dans son programme. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais de là à ce qu'elle vienne faire entendre à nos oreilles des choses négatives, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Donc il faut faire attention de ne pas accepter ces choses-là, de ne pas recevoir ces choses-là. Il y a quelqu'un qui a raconté que la rabbinite Miriam Mizrahi donnait comme idée de, quand on fait la srefat Hametz, quand on brûle tout le Hametz avant Pessah, d'en profiter pour jeter toutes les choses qui nous effrayent. Par exemple, si tu as reçu, je ne sais pas, par la poste, des papiers qui te disent que tu dois payer une dette, eh bien jette-les dans la srefat Hametz. Si tu as reçu un papier sur le fait que ton enfant n'a pas été reçu dans la yeshiva dans laquelle tu voulais qu'il rentre, jette-le dans la srefat Hametz. Que Hachem il puisse t'envoyer des yeshuot, que tu puisses croire en Hachem qui va t'envoyer les meilleurs yeshuot. Eh bien, il y a quelqu'un que la professeure a appelé pour son fils d'à peu près 6 ans, et il a dit il a de graves problèmes, il faut absolument le faire voir par un psychiatre, par des gens très vraiment, quelque chose de très sérieux, il a quelque chose de génétique, problématique, et tout ça l'a tellement
attristé d'entendre de telles bêtises de la part des professeurs qu'il a pris la feuille où il y avait tout le compte-rendu de la professeure qui se lâchait sur son enfant, un enfant de 6 ans tout à fait bien dans ses baskets, tout à fait normal et normatif et formidablement joyeux dans la vie. Et il a dit, c'est pas mon fils, mais de qui elle parle cette femme-là? Elle parle pas de mon fils, c'est quoi ce compte-rendu? Mais elle a rêvé, elle se fait des films, qu'est-ce qu'elle a? Elle a quelque chose contre mon enfant, qu'est-ce qu'elle a? Il a pris ce papier, il l'a jeté dans la Srefat Rametz. Il l'a jeté dans le feu du Hametz, pour ne pas entendre ce que cette femme avait à lui dire, pour ne pas se laisser convaincre dans le cœur de ce que cette femme avait à lui dire. En début du chemin, comme ça, de convaincre les parents de choses négatives, de choses tellement effrayantes sur les enfants, mais c'est... Quel mauvais service on rend aux parents, quel mauvais service. Enfin bon, en tout cas, voilà, ne jamais se laisser croire en tant que parent, on a un rôle de tenir et d'être courageux et d'être fort, de ne pas écouter ces choses-là. De toujours avoir un bon regard sur nos enfants parce qu'il n'y a que ça qui les fera avancer. Vraiment. Il n'y a que ça qui... Vous savez, le Rambam, qui était un Gaon, le Rambam qui était un grand maître, un grand tzaddik, qui a écrit des livres formidables, sur lequel avec qui tout le monde est d'accord, tout le monde étudie le Rambam. Le Rambam est cité sans arrêt dans tous les cours de Torah, c'est un gadol. Et bien le Rambam, son professeur, il n'était pas content du tout de lui. Il n'était pas du tout content parce que le Rambam, quand il était jeune, il n'était pas sérieux, il s'asseyait pas à sa place, il bougeait, il allait d'un endroit à un autre, il jouait avec les animaux, il jouait avec les vers de terre, il était très dans son monde, et son professeur, son enseignant de Torah, il était très en fureur contre lui, il était très énervé contre lui, et dès qu'il en avait l'occasion, il parlait avec le père du Rambam et il lui disait: votre enfant n'a pas d'avenir, votre enfant il serait peut-être, il faudrait peut-être penser à lui apprendre un métier, mais quoi, mon fils n'a que 8 ans, oui, mais sincèrement, il n'est pas du tout fait pour étudier la Torah, il n'est pas du tout fait pour faire des grandes choses, donc vraiment, essayez de lui apprendre un métier le plus simple possible, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui. Et Dieu merci, le père du Rambam a continué à croire en lui, et le Rambam est devenu ce qu'il est devenu. Il était médecin aussi, il sauvait des vies. Il a écrit sur la médecine, si je ne me trompe pas, il a écrit sur la santé, comment faire pour garder sa santé et tout. Déjà dès petit, il observait chez les animaux comment guérir, comment on peut guérir des adultes avec des insectes et des choses comme ça. Enfin, c'était un génie déjà petit, mais le professeur n'a pas pu le voir parce que le professeur était dérangé dans son confort d'avoir des élèves assis qui répètent par cœur tout ce qu'il venait d'enseigner. Et le Rambam ne faisait pas partie de cette catégorie. Baruch Hashem, Toda Lael. Les plus grands génies, les plus grands inventeurs ont été détestés par leurs professeurs, ont été regardés avec un regard très difficile et très sévère, et on leur a collé beaucoup d'étiquettes, et ils ont été renvoyés d'école, et donc... le principal, c'est que le parent continue d'avoir toujours un regard positif sur son enfant, ne communique jamais à son conjoint les choses négatives qu'il a pu entendre sur son enfant, ne communique jamais à son conjoint les doutes qu'il aurait quant aux capacités de son enfant, jamais. Faites ce service, rendons ce service à nos enfants. Ne pas entacher le regard du papa ou des grands-parents sur notre enfant. C'est trop important, c'est trop important pour l'enfant, parce que l'enfant le ressent. L'enfant le ressent. Quand il rencontre ses grands-parents et que ses grands-parents arrivent avec toutes les choses négatives qu'ils ont entendues, l'enfant le ressent. C'est l'électricité qui passe. Donc, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de créer autour de lui une ambiance, une atmosphère d'électricité positive. Que Dieu nous aide à ne pas cataloguer nos enfants, à ne pas leur coller des étiquettes, à ne jamais les appeler par des noms comme voleurs, rêveurs, le désordonné, le machin. Jamais. Si un enfant crie, on peut lui dire: mon chéri, fais moins de bruit, ta petite sœur dort. Mais pas lui dire: t'es un crieur, c'est pas possible, t'es un crieur. Tu sais pas faire autre chose que crier, tu sais pas faire autre chose que parler, tu sais pas parler doucement. Pourquoi lui dire: tu sais pas parler doucement? Bien sûr qu'il sait parler doucement. Le meilleur pour faire parler un enfant doucement, si vraiment on a besoin de ça à ce moment-là, encore qu'une fois, qu'un enfant, c'est fait pour crier, c'est fait pour faire du bruit, un enfant, c'est normal. Mais si, par exemple, c'est de faire en sorte que quand il va parler doucement, il dira: oh mon chéri, merci mon amour, merci mon prince, tu as parlé doucement, je te remercie mon chéri, parce que ta petite sœur dort, parce que ton petit frère dort, parce que les grands-parents dorment. Merci mes amours de ne pas avoir fait de bruit.
Mais si, quand ils font du bruit, tu leur dis, mais c'est quoi ce bruit? Combien vous faites de bruit? Vous êtes des bruyères, vous êtes des vous êtes des bruiteurs, vous êtes des bruyants et tout ça. Ils ont une image d'eux qui sont bruyants, donc incapables. Si maman a dit qu'on était bruyants, donc ça veut dire qu'on a une incapacité à être silencieux. Et donc, ça, tu peux être sûr qu'ils ne seront jamais silencieux parce que tu leur as prévu, prophétisé qu'ils ne seraient jamais silencieux. Donc voilà, faisons attention à ces choses-là. Ça vaut le coup de faire vraiment attention à ces choses-là. Ça vaut le coup C'est une responsabilité d'être parent. C'est une responsabilité, c'est sûr. Faut jamais oublier que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait a un impact dans le futur. Miwa Chacham Aroe et Anola, qui est la personne intelligente, celui qui voit ce qui va naître de ses actions, de ses paroles, de sa façon d'agir avec ses enfants. Parce qu'on peut très bien agir zéro culpabilité, je parle comme je veux, sans tabou, je dis ce que je veux, me prenez pas la tête, le principal c'est que je culpabilise pas, le principal que je sois entière avec moi-même. Rappelle-toi qu'on mange ce qu'on cuisine, c'est-à-dire que le résultat de nos enfants, c'est ce que on a bien voulu faire et donner et s'efforcer de faire. Il faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier ça. À très bientôt, mesdames. N'oubliez pas de partager et à très très bientôt. Que Dieu nous aide.